Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alessandro Jedlowski, je suis anthropologue des médias à l'Université libre de Bruxelles. Et aujourd'hui, au cours de cette séminaire, je vous présenterai un papier dont le titre est La révolution vidéo en Afrique subsaharienne, Nigeria, Éthiopie et Côte d'Ivoire. Il s'agit en fait d'une présentation dans laquelle j'essaierai de vous montrer quelques-uns des résultats préliminaires d'une recherche que j'ai menée au cours des derniers 5 ans au Nigeria, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, pour interroger l'impact de l'introduction de nouvelles technologies, notamment d'abord de la vidéo analogique et ensuite du numérique, sur le fonctionnement des industries audiovisuelles locales. Il faut souligner que j'avais conduit auparavant une recherche au Nigeria pour ma thèse de doctorat sur le fonctionnement économique et politique de l'industrie nigériane Nollywood, qui m'a amené en fait à questionner les spécificités de ce contexte, essayer de comprendre en fait en quoi le cas nigérien est spécifique, en quoi au contraire on peut trouver des éléments similaires ailleurs dans d'autres pays d'Afrique. J'ai donc choisi d'investir deux autres pays, l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire, où également à partir des années 90, il y avait eu comment dire, l'émergence d'un certain dynamisme dans le secteur de la production, euh, qui peut en fait être reconduit à l'introduction de nouvelles technologies, mais qui présente des aspects tout à fait uniques, tout à fait différents du Nigeria. Ces deux pays m'intéressaient aussi donc d'un côté pour le fait d'avoir développé des industries de l'audiovisuel assez importantes au cours des dernières années, mais aussi pour le fait d'être en quelque sorte des pays un peu plus éloignés du Nigeria géographiquement et culturellement, comparé par exemple à d'autres pays en Afrique anglophone qui aussi ont eu l'expérience de cette explosion de production vidéo, tels que le Kenya, le Ghana, sous lesquels d'ailleurs il y a déjà eu une certaine production académique. Donc en fait, le constat de départ de cette recherche est de remarquer qu'en fait, si il existe désormais un corpus assez large d'études sur le boom vidéo en Afrique, la plupart de ces études se concentrent en effet sur Nollywood, évidemment un cas incontournable, et lorsqu'ils se dédient à d'autres cas d'études, mettons justement le Ghana ou bien la Tanzanie, etc., il y a une tendance implicite à suggérer que ces autres cas seraient des formes de vernacularisation ou de adaptation du modèle nollywoodien à des contextes locaux. Alors, dans ce papier, j'essaye en fait de démontrer comment cette hypothèse diffusionniste, disons, qu'on voit bien par exemple à l'introduction du volume Global Nollywood ou dans d'autres recherches, tout étant en quelque sorte aussi légitime, euh, a la tendance à mettre ensemble trois processus qui, à mon avis, doivent être séparés. D'abord, on commence par les années 80, le moment de l'introduction de la vidéo dans le continent, un phénomène qui a lieu de manière pas du tout homogène dans le continent et provoque en fait des effets différents selon les lieux, des effets liés étroitement aussi au contexte économique, politique, social des différents pays. J'y reviendrai dans un instant. Deuxièmement, un deuxième processus, à travers les années 90, l'émergence, le développement assez rapide et important de Nollywood, de l'industrie au Nigeria, à l'époque encore, qui n'avait pas encore ce nom à l'époque, et un développement qui amène effectivement à une circulation panafricaine, notamment par des voies liées à l'informalité, à la piraterie, de films nigériens. Donc effectivement, il y a au cours des années 90 un processus de panafricanisation de Nollywood qui interagit effectivement avec les productions locales, mais pas de manière, comment dire, linéaire. Il y a des fois où effectivement des éléments des films nigériens sont adoptés, sont recopiés dans des films locaux, d'autres fois où au contraire il y a des réactions de refus. Il y a des études sur ça de toute manière, sur la circulation panafricaine de Nollywood, voilà, qui montrent à quel point cette réception a été mélangée, des fois enthousiaste, des fois en réjection, et
Dans ce sens aussi, l'effet sur la production locale a été différent. Des fois, ça a inspiré les producteurs locaux, des autres fois, en fait, les a inhibés à cause de compétition trop forte, trop importante pour que les producteurs locaux soient à même de répondre. Finalement, troisième processus qu'il est important de tenir en compte, c'est un processus qui se développe à travers les années 2000 et qui, à mon avis, comme point de départ, le moment où Nollywood commence à se consacrer d'un point de vue international, et notamment avec l'invention du terme Nollywood qui a lieu en 2002, un terme inventé par un journaliste de New York Times. Donc à ce moment-là, Nollywood devient de plus en plus une histoire de succès, une success story à l'africaine. Il y a des rétrospectives sur Nollywood dans des festivals internationaux, de plus en plus de documentaires aussi, ce qui fait en effet circuler l'histoire de Nollywood, le modèle Nollywood, plus qu'autre chose comme construction discursive à travers le continent. Et c'est à ce moment-là, je pense, se posent les bases pour cet effet optique de convergence qu'on retrouve dans pas mal de recherches plus récentes sur Nollywood, cet effet optique qui donne l'impression qu'en fait, euh, les différentes instances de production audiovisuelle dans le continent finissent pour recopier Nollywood. Donc, euh, je répète du coup trois processus différents. L'introduction de la vidéo, la panafricanisation de la circulation de Nollywood et la panafricanisation de l'histoire du succès de Nollywood. Ces trois différents processus ont un impact différent sur la manière dont le paysage audiovisuel continental, et notamment dans les trois pays qui sont l'objet de cette étude, se développe. Donc, je reviendrai plus en détail sur ces trois phases, mais d'abord, il est important, à mon avis, de souligner l'importance d'une approche de ce genre un petit peu plus en détail pour réouvrir aussi le débat au sein des études de cinéma africain sur l'importance de recherche et des recherches comparatives. Euh, Si on regarde à la littérature qui existe jusque-là sur le cinéma africain, et notamment au classique, disons la littérature académique écrite à partir de la deuxième moitié des années 70 jusqu'aux années 2000, on retrouve une forme, disons, de comparativisme implicite qui revient à cette idée d'un cinéma africain singulier, une expression créée elle-même par Pauline Vieira, un des tout premiers chercheurs à avoir écrit sur le cinéma africain, qui consciemment propose justement cette définition en singulier pour identifier en même temps légitimement un phénomène qui à l'époque était comparable, des réalisateurs qui s'est formé pour la plupart à l'étranger, en France, ailleurs, étaient fortement en dialogue entre eux et produisaient, ou en tout cas voyaient le cinéma en Afrique comme un outil de décolonisation de l'imaginaire, un outil central de la lutte de libération des peuples africains. Donc, dans ce sens, un cinéma africain au singulier, parce qu'il s'agissait voilà, d'un cinéma qui appartenait à une certaine génération d'intellectuels et d'artistes, qui se retrouvaient dans des lieux spécifiques, qui avaient un discours commun, même s'ils venaient de lieux très différents dans le continent, avec des expériences et un background culturel souvent assez différent. Donc il y a un héritage double à cette production académique des premières années, parce qu'à la fois, du coup, elle pointe à la nécessité de la comparaison, parce qu'elle produit constamment des études qui mettent ensemble et font rencontrer les travaux de réalisateurs qui viennent un peu de partout dans le continent, mais en même temps, il s'agit d'un comparativisme étroit qui a à la limite un peu la tendance à aplatir ou à ne pas prendre en considération l'importance des différences culturelles, ethniques, linguistiques, sociales, et ainsi de suite, de ces différents cinémas en provenance de différentes parties d'Afrique. Euh, cette tendance commence un petit peu à changer au cours des années 2000, notamment grâce aux travaux par exemple de Kenneth Arrow ou
Alexis Choyap en termes de base théorique, d'approche théorique à l'étude du cinéma africain, et puis ensuite avec les premières études monographiques sur les industries de la vidéo, donc les travaux de Jonathan Haynes, de Carmela Garritano, Birgit Meyer et d'autres, qui prend, contrairement à ces études précédentes, une approche qui regarde de manière plus proche aussi les spécificités nationales, locales, qui peuvent et l'histoire, disons, spécifique des États postcoloniaux et son impact sur la formation de certaines conformations et de certaines structures de production audiovisuelle. Et disons que ma recherche s'insère dans cette direction-là en soulignant l'importance, en fait, aujourd'hui, en vue aussi de l'explosion de production qu'on a autour du continent, de balancer cette ouverture comparative à une attention détaillée aux contextes locaux et aux histoires, à l'histoire de l'évolution, disons, du secteur audiovisuel dans des contextes différents. Dans le cas de ma recherche, en vérité, en plus, je me concentre encore plus que sur des pays, disons, sur des traditions de cinéma nationaux, ce qui en soi serait en quelque sorte un peu délicat dans un contexte africain où les processus de formation de l'État-nation sont des processus fortement complexes. Je me concentre plutôt, disons, sur ce qu'on pourrait appeler en anglais media capitals, c'est-à-dire des capitale médiatique dans le sens il s'agit en fait de villes qui sont devenues presque villes-pays en termes de production audiovisuelle, Lagos, Abidjan, Addis Abeba, où se concentre une grande partie de la production du pays. Même, enfin, ce discours est peut-être pas entièrement correct pour le Nigeria, où en fait la production est beaucoup plus dispersée. On a d'autres centres tels que Kano, Enugu et ainsi de suite, où une production importante a lieu, mais ceci dit, en fait, on se retrouve face à des pays, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, où il y a des villes qui deviennent en fait des pôles de production fondamentaux, et c'est à partir des spécificités et aussi des trajectoires historiques de ces lieux qu'on peut comprendre mieux les raisons de l'impact et les spécificités de l'impact des nouvelles technologies sur la production audiovisuelle. Donc, autre point important à clarifier, c'est pourquoi la vidéo, pourquoi commencer ce parcours de recherche comparative, cette analyse à partir de l'introduction de la vidéo. Il faut souligner que la vidéo, comme technologie, a effectivement eu un effet, comment dire, de transformation extrêmement puissant pour ce qui concerne le cinéma et les médias à l'échelle globale, donc pas seulement en Afrique. Vidéo dont chercheurs tels que Roy Arms ou d'autres qui sont occupés assez tôt de, de, des études pour essayer de définir cet objet, ont souligné que, disons, la caractéristique peut-être primaire de la vidéo en tant qu'objet, c'est d'un côté son accès, sa facilité d'accès, et de l'autre côté sa difficulté à être définie en tant qu'objet. C'est-à-dire que, en fait, il s'agit, même en termes de définition, d'un terme assez large qui combine à la fois des technologies différentes. Ça peut être l'analogique, ça peut être le numérique. Ça combine aussi des supports différents. Ça peut être la vidéocassette, ça peut devenir le DVD. Et donc en fait, vidéo, c'est en quelque sorte un terme générique qui nous permet de voir surtout ce passage révolutionnaire dans l'histoire du cinéma, qui est le passage de la consommation en salle à une consommation chez soi ou, pour ce qui concerne l'Afrique, dans des lieux aussi collectifs, mais plus informels, tels que les vidéoparleurs, les vidéoclubs, ainsi de suite, qui ont comme caractéristique le petit écran, mais tout en gardant un format en termes de durée, en termes de construction narrative qui se rapproche beaucoup plus du cinéma que de la télévision. Donc la vidéo nous souligne, le terme vidéo, cette dimension d'entre-deux, à la fois en termes technologiques
et en termes de habitudes et de consommation. Donc, il s'agit, comme je viens de le dire, d'un objet qu'en soi a eu, d'une technologie qu'en soi a eu un effet transformatif extrêmement puissant à l'échelle globale, mais qui en Afrique a introduit aussi des autres éléments particulièrement intéressants. On en vient ici, du coup, à ce qui est la première des trois phases dont j'ai parlé, la phase justement de l'adoption de la technologie vidéo, qui a eu lieu entre la fin des années 70 et les années 80, surtout d'abord en tant qu'instrument pour importer des contenus venus d'ailleurs, donc notamment à travers surtout la piraterie, ce qui a permis, comme Brian Larkin l'a très bien montré, de transformer le positionnement du public africain vis-à-vis des circuits globaux de circulation de contenu. C'est-à-dire que si jusqu'à les années 70, un membre du public africain devait attendre des années pour avoir accès à un film produit aux États-Unis, pour qu'il fasse en fait tout son circuit en salle, en Europe, puis il arrive peut-être au Moyen-Orient, et finalement finissent pour arriver en Afrique avec une copie souvent de en assez mauvais état. Donc, ces circuits de circulation et de distribution déterminaient la formation d'un décalage assez fort temporel et spatial entre les lieux de production, notamment en Occident ou en Inde, et les lieux de consommation en Afrique, un décalage que la vidéo a permis de refermer, resserrer, puisqu'à travers la piraterie, la facilité de circulation que la vidéo a permis d'introduire, le public africain, du coup, se retrouvait inséré dans les circuits globaux de distribution médiatique, et donc un film, mettons un Rambo produit aux États-Unis la même année, pouvait être distribué, arriver, être visible au Nigeria et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Donc la vidéo raccourcit, rétrécit l'espace et raccourcit le temps en termes d'accès aux circuits globaux de circulation culturelle globale. Premier point très important. Et transforme bien sûr aussi ce qui sont les processus de consommation. On a parlé voilà, de la salle de cinéma qui dans ces trois pays était quand même un lieu très fréquenté. Au Nigeria, en Éthiopie comme en Côte d'Ivoire, la salle de cinéma aux années 70, c'est un lieu de socialité important qui commence à rentrer en crise en tant qu'espace à travers les années 80, notamment au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en relation à la crise économique, aux ajustements structurels, à la perte de zones de sécurité dans l'espace public, aussi à la crise économique qui fait que ça devient plus difficile pour les familles ou les jeunes de dépenser de l'argent pour aller en salle. La vidéo, du coup, rentre dans cet espace, ne pas seulement provoquant cette transformation qui a été très forte dans les pays occidentaux, donc d'individualisation du choix du contenu et de l'espace et du temps dans lequel le consommer, donc à travers le magnétoscope. Ça aussi, ça a lieu en Afrique, mais en fait, dans ces trois pays, ce qui est plus important comme transformation, c'est la question de l'émergence de vidéoclubs et de vidéoparleurs, des espaces toujours collectifs, mais relativement informels, très accessibles parce que souvent à des très bas prix, qui permettent donc d'avoir accès à cette production globale, culturelle globale, tout en étant, comment dire, dans un espace économiquement accessible, qui aussi c'est un espace qui, notamment au départ, reste un espace fortement masculin, c'est-à-dire que les vidéoclubs, ça reste des lieux très peu accessibles aux femmes, qui au contraire consomment du coup les vidéos plutôt dans le contexte familial ou à la maison. Voilà. En tout cas, ça pour ce qui concerne la consommation, donc les transformations que la vidéo introduit dans le secteur en ce qui concerne la consommation médiatique, mais évidemment, ça, l'introduction de la vidéo finit pour avoir un impact fortement transformateur aussi en ce qui concerne la production.
Et dans ces trois pays d'Afrique, ça arrive de manière assez différente. Évidemment, comme on l'a dit, un des aspects fondamentaux de la vidéo comme technologie, c'est la dimension d'accès. Il s'agit d'une technologie qui assez vite devient très accessible économiquement, aussi facile à manier comparé par exemple à ce qui était, enfin, les caméras vidéo comparé à ce qui étaient les caméras euh, pour tourner en pellicule, est tout à fait plus abordable, plus facile à gérer, à manier, plus facile aussi à monter. Donc, dans un contexte de crise, comme on l'a souligné, le contexte des années 80, ces trois pays observent très vite l'adoption de la vidéo en tant que technologie de production. Mais, comme je l'ai dit, de manière fortement différente. Il s'agit, et c'est important de le souligner, de trois pays où existait en fait une production en pellicule déjà importante. Au Nigeria, le Nigeria et Côte d'Ivoire sont deux pays qui se rassemblent fortement de ce point de vue parce que tous les deux, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'en fait souvent dans la construction ou reconstruction de l'histoire du cinéma africain, on parle de ce cinéma des années 70-80 comme un cinéma prioritairement francophone, prioritairement d'auteurs, prioritairement un cinéma engagé, politiquement engagé. Mais au Nigeria comme en Côte d'Ivoire, en années 70, début années 80, on voit aussi l'émergence d'un cinéma toujours en pellicule, mais qui est financé surtout localement, avec des ressources locales, et qui s'oriente vers le public local à travers des films par exemple en Côte d'Ivoire, des comédies, au Nigeria aussi, mais aussi des films d'action. On pense au travail d'Eddie Uboma au Nigeria, mais aussi des films au Nigeria fortement liés à la tradition du théâtre Yoruba, donc des films qui se reconnectent à une tradition déjà fortement populaire d'entertainment local, donc des productions qui arrivent à être financées localement, produits localement et circuler en fait dans un réseau local, soit dans les salles, soit avec l'organisation de projections publiques à la charge des producteurs et distributeurs locaux, et qui forment en fait cet environnement et qui souligne le fait que le public local était déjà sensible et en demande de contenus locaux. En Éthiopie, la situation est légèrement différente parce que on est quand même dans un contexte politique beaucoup plus serré, strict, contrôlé. Et donc, il y a en effet aux années 70, deuxième partie des années 70, années 80, une production importante, mais qui a surtout lieu grâce au financement d'UDER, du gouvernement central, et il s'agit en grosse partie de films d'orientation politique forte et qui ont des fins de propagande. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des infrastructures, il y a des professionnels, il y a des choses qui sont en train d'être faites dans ces trois pays à travers les années 70-80 et qui la crise économique fait rentrer évidemment en crise. Et c'est dans ce contexte-là qu'il s'introduit la vidéo. Et c'est à ce moment-là qu'il est important de considérer, par exemple, les fortes différences spécifiques des trois pays. C'est-à-dire qu'au Nigeria, au moment où on commence à produire des films en vidéo, il y a, malgré la crise économique, il y a un environnement qui est assez réceptif. Il faut se souvenir que le Nigeria, aux années 70, à travers le boom pétrolier, s'était enrichi à tel point, donc c'est un pays avec la Côte d'Ivoire, qui était aussi un des pays les plus prospères aux années 70-80 d'Afrique subsaharienne. Donc c'est des pays où la pénétration des nouvelles technologies, de la télévision et ensuite du magnétoscope est très important, même dans les foyers à la maison. Du coup, au Nigeria en particulier, au moment où on met sur le marché une vidéo comme Living in Bondage de Kenneth Nebwe, produit par Kenneth Nebwe, en fait, il y a un marché qui est prêt à acheter cette vidéo. Et donc, c'est ça qui fait en fait le succès de ces films. Très vite, ils vendent énormément de copies. Ça s'affirme comme une nouvelle forme de production viable économiquement. En Éthiopie, à peu près au même moment, on a aussi la production de films en vidéo, d'ailleurs qui suivent un peu de trajectoires similaires, c'est-à-dire c'est des films qui sont inspirés un peu au théâtre, aux formes de théâtre local, mais contrairement au Nigeria, ces films n'arrivent pas à circuler localement,
puisque en fait, l'Éthiopie est un pays beaucoup plus pauvre, beaucoup plus rural. La population éthiopienne est beaucoup plus rurale. Euh, les statistiques qu'on a nous montrent en fait un Nigeria avec une population à 55% urbanisée, l'Éthiopie une population urbaine qui n'arrive pas à 20% de la population totale. Donc cette dimension-là, et puis évidemment la dimension économique, comme je viens de dire, le Nigeria a une des pénétrations, un taux de pénétration de technologies telles que la télévision et le magnétoscope des plus hauts en Afrique. Bon, l'Éthiopie, au contraire, un des plus bas. Donc, dans ce cadre-là, vendre un film en vidéocassette n'amène pas les mêmes résultats. Donc, cet aspect-là finit pour retarder l'adoption, la véritable adoption de la vidéo en termes de production, parce qu'on n'arrive pas à rendre cette industrie rentable. Côte d'Ivoire, la situation est encore différente, parce qu'on est dans un contexte où, malgré comment dire, l'ouverture économique, une orientation assez comment dire, libérale en termes de production, ça reste un contexte où les médias sont fortement contrôlés par l'État. Jusqu'à aujourd'hui, la télévision nationale est contrôlée directement par l'État, et il n'y a pas une ouverture effectivement de l'espace de radiodiffusion nationale. Donc dans ce contexte-là, la vidéo en soi n'arrive pas à percer comme technologie de distribution, mais presque exclusivement comme technologie de production. C'est-à-dire qu'on commence à voir l'explosion de production en vidéo, mais qui s'oriente plutôt pour une distribution à la télévision, donc dans le format de série. Les toutes premières productions qu'on a, c'est aux années 90, c'est Les Guignols d'Abidjan, donc une série qui s'inspire un peu là aussi du cabaret, du théâtre local, fortement humoristique, et elle est en effet distribuée en vidéocassette, mais exclusivement dans la diaspora. Facteur intéressant, puisqu'on remarque comment, du coup, la production prend pied localement, mais les contingences locales, notamment aussi le contexte de contrôle sur les médias auquel on peut faire face en Côte d'Ivoire, amène les producteurs à utiliser plutôt, à s'investir dans le marché de la diaspora. Ça ne sera que dans un deuxième moment, au moment où en fait une série comme Les Guignols d'Abidjan devient, on commence à avoir un succès particulièrement important à l'étranger, dans la diaspora, que finalement RTI, la chaîne nationale ivoirienne, finira pour racheter cette série. Donc on assiste du coup au Nigeria, comme je l'ai dit, et comme on le connaît par toutes les études sur Hollywood, l'explosion d'une production et d'une distribution en format vidéo. En Côte d'Ivoire, l'explosion d'une production en vidéo, mais qui n'arrive pas à être distribuée directement en cassette et qui s'appuie donc plutôt sur la télévision comme stratégie de diffusion, et ce qui a un impact évidemment aussi sur le format des productions qui s'orientent vers la sérialisation très vite. Et en Éthiopie, une production qui essaie de se lancer, de se distribuer en straight to video, qui n'y arrive pas et qui arrive à décoller seulement au moment où ces productions ont droit d'accès dans la salle cinématographique. Un droit qu'en fait le gouvernement a nié aux producteurs locaux jusqu'au début des années 2000 par crainte en fait, crainte de l'utilisation de cet espace pour projeter toutes sortes de contenus vidéo, dont notamment la pornographie. Il faut dire qu'en Éthiopie, le débat sur la vidéo assez tôt s'est concentré sur des aspects moraux et sur le risque de circulation de contenus moralement inacceptable, donc justement la pornographie, c'est qui semble être aussi une stratégie pour éviter banalement toute circulation de contenu, et pour éviter donc l'appropriation de la technologie vidéo par des producteurs qui auraient pu y mettre dedans aussi des contenus politiquement problématiques. Donc de toute manière, il y a un espace qui est fermé pendant tous les années 90, la salle de cinéma ne permet pas de montrer les vidéos, il y a une tentative constante de gouvernement de aussi contrôler ces espaces informels, les vidéoclubs et tout ça,
et du coup les producteurs n'arrivent pas à faire circuler leur production en vidéo. À partir des années 2000, cette production peut finalement rentrer en salle et à ce moment-là, il y a l'explosion de la production. Donc on assiste, si vous voulez, à une réaction fortement différente à l'introduction de la vidéo. Nigeria, ça va très vite en straight to video et ça fonctionne et ça marche et ça explose d'un point de vue économique. Côte d'Ivoire, ça ne marche pas, le straight to video, ça va plutôt vers la télévision et ça prend un certain temps, mais ça développe des phénomènes tels que Ma Famille, qu'on verra s'est développé à travers les années 2000 comme une des séries télé ayant le plus de succès en Afrique subsaharienne francophone. En Éthiopie, là aussi, un blocage au départ pour les conditions économiques, politiques, qui ralentit l'adoption de la vidéo par le public comme par les producteurs, et puis une explosion qui démarre aux années 2000 à travers le lieu de la salle, et donc on assiste à une véritable réexplosion de la salle comme lieu de sociabilité, avec des queues, des gens à toute heure de la journée pour rentrer en salle. Ces trois phénomènes, évidemment, revient ou souligne le fait que le public africain devient de plus en plus, ou montre en tout cas sa gourmandise, son désir de contenus locaux, et ces nouvelles technologies permettent d'une manière ou d'une autre aux producteurs locaux de venir à la rencontre de cette demande. Il y a ensuite la deuxième phase dont je parlais, c'est la circulation panafricaine de Nollywood. Donc là, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, Nollywood très vite commence à circuler à l'échelle panafricaine et du coup commence aussi à s'imposer en termes de construction narrative ou d'esthétique dans des pays aussi différents que voilà, le Kenya, la Zambie ou bien dans la diaspora. Ces réseaux de circulation sont souvent informels, donc ça peut être quelqu'un de la diaspora qui rentre au pays, prend des cassettes, les ramène, puis les met en circulation, mais aussi l'église pentecôtiste joue un rôle très important. Les films de Hollywood sont utilisés comme instrument d'évangélisation. On pense ici par exemple aux recherches de Catherine Pipe, à Kinshasa, mais dans bien d'autres cas, voilà, les films de Hollywood sont adoptés par les prêtres ou les pasteurs pentecôtistes comme instrument d'évangélisation. Et puis ensuite, il y a aussi évidemment des formes de structuration de réseaux formels de circulation dans lesquels les marketers, donc les agents principaux de l'économie hollywoodienne, donc les distributeurs-producteurs, structurent un système pour faire circuler leurs films à l'échelle panafricaine ou dans la diaspora. J'ai particulièrement pu observer la structuration progressive au cours des années 90, début 2000, de la circulation entre Lagos, le marché de Alaba, dans les alentours de Lagos, et les pays francophones tels que la Côte d'Ivoire, mais aussi le Togo, le Mali, et ainsi de suite. Donc, il y avait effectivement une partie du marché de Alaba qui se consacrait à l'achat de droits des films en anglais, leur doublage ou sous-titrage, et puis la vente des stocks à des acheteurs en provenance de ces différents pays qui après s'occupaient de les distribuer localement. Donc il y a des différentes stratégies, certains plus formalisées, d'autres moins, qui permettent à ces vidéos de circuler à l'échelle panafricaine. Mais cette circulation, elle interagit ou elle n'interagit pas avec la production locale. Il faut dire, par exemple, et c'est pour ça que les cas de l'Éthiopie et de la Côte d'Ivoire sont intéressants, parce que dans cette phase-là, par exemple, en Côte d'Ivoire, les vidéos nigériennes circulent effectivement aux années 90 dans ce pays, mais ne semblent pas avoir un véritable impact en termes d'influence sur le contenu produit localement. La production ivoirienne reste très attachée à cette tradition de sketch, de cabaret humoristique qui vient de loin en fait dans l'histoire aussi de la production locale et qui on retrouve aussi au fur et à mesure dans des séries telles que Ma Famille qui tout étant axées sur des thèmes un peu de mélodramatique classique, de la famille, etc., garde cette forte composante
un peu théâtral, humoristique. En Éthiopie, les films de Nollywood arrivent souvent à travers les églises pentecôtistes qui commencent à s'implanter dans le pays, mais là aussi, on ne voit pas un véritable lien ou forme d'influence avec le cinéma qui est en train d'émerger, la production qui est en train d'émerger. Du coup, pour revenir à cette hypothèse diffusionniste qu'on avait vue au début, cette hypothèse selon laquelle c'est Nollywood qui aurait déclenché la production et influencé les contenus de ces nouvelles industries vidéo autour du continent, on voit bien comment en vérité ça ne soit pas effectivement le cas, en tout cas dans le cadre de la Côte d'Ivoire et de l'Éthiopie. La circulation a lieu, Nollywood arrive dans ces pays, mais en fait ça n'a pas un impact en soi. Au contraire, très souvent, ça a été mon expérience, les producteurs ne connaissent pas les contenus de Nollywood. Et c'est ici qu'on rentre à la troisième phase. Ils connaissent souvent Nollywood en tant qu'histoire de succès, success story, en tant qu'exemple, en tant que modèle discursive. Mais ils ne connaissent pas les films de Nollywood. Donc, et ça, c'est important dans le sens où c'est là, voilà, que cet effet de convergence entre ces différentes industries a lieu, parce que Nollywood arrive à s'affirmer à l'échelle panafricaine comme globale, comme une industrie qui est réussie à rendre le cinéma et l'audiovisuel un secteur économique rentable dans lequel il est intéressant, il est utile, voire convenable d'investir. Et c'est cet aspect-là, cette idée-là, l'idée de on peut raconter nos histoires comme on veut et le faire aussi en faisant de l'argent, c'est cette histoire-là qui commence à circuler massivement dans le continent à partir des années 2000 et qui fait qu'en fait après on se retrouve dans des contextes extrêmement différents avec des références à Hollywood qui sont mentionnées par des opérateurs et des producteurs. Dans mon expérience en Côte d'Ivoire comme en Éthiopie, les références à Hollywood étaient régulières dans le discours des producteurs, Hollywood était mentionné très souvent, mais dès qu'on commençait à rentrer plus dans le détail, on se rendait compte justement du fait que les producteurs, ils avaient très peu de connaissances effectivement de cette industrie, n'avaient pratiquement jamais vu de films, avaient parfois des idées sur qu'est-ce que Nollywood était ou n'était pas, et sur l'histoire de son évolution qui était complètement fausse. Mais ceci dit, insister sur l'idée de s'inspirer de Nollywood dans leur propre travail. Je vois que je commence à être un peu long dans les temps, donc je ne vais pas encore rentrer dans le détail de comment après cette production, avec les transformations technologiques ultérieures, le passage au numérique, serait transformé. Je dirais juste que c'est qu'on assiste, c'est à quoi on assiste aujourd'hui à travers voilà, un nouveau passage technologique au numérique et aussi grâce à la multiplication des chaînes télévisées qui est due ou causée par le passage du signal analogique au numérique aussi dans la radiodiffusion. Il y a une tendance dans ces trois pays, comme à l'échelle africaine, au retour vers la télévision. Donc, si on avait vu comment l'introduction de la vidéo avait créé des effets très différents dans les trois pays et une multiplication des espaces, des trajectoires, des réseaux de circulation ainsi que des formes de production. Aujourd'hui, on assiste à une forme une tendance à un réalignement et à ce qui a été défini par des chercheurs tels que Moradou Adedjoum ou bien Alexis Choyap comme un processus de télévisualisation du cinéma africain. Donc on voit de plus en plus les producteurs, soit les producteurs comment dire, de la première génération, des producteurs qui avaient fait avant un cinéma d'auteur, soit aussi des producteurs sortis du phénomène vidéo, s'aligner et s'orienter vers la production pour la télévision, notamment donc une production sérialisée qui puisse facilement être vendue à des publicitaires et qui profite aussi de la formation d'un nouveau public dans ces pays
un public qui, malgré la situation quand même de crise qui va et qui vient dans ces différents pays, est en train quand même de se former un public, disons, de classe moyenne. On rejoint ici le discours sûrement compliqué, ambigu, sous l'émergence de nouvelles classes moyennes en Afrique, mais c'est vrai en effet que si les transformations technologiques ont ouvert l'espace de la consommation et à des secteurs plus larges de la population africaine, c'est qu'il y a donc participé à orienter les producteurs de plus en plus vers des modèles de production, même en termes de contenu, c'est donc plus sérialisé et plus standardisé en termes de format. J'irai pas encore dans d'autres détails, le temps ne me le permet pas. Je vous renvoie à un texte qui a été publié, qui sera probablement mis en ligne à côté de cette présentation, qui a le même titre de ma présentation aujourd'hui, donc la révolution vidéo en Afrique subsaharienne, Nigeria, Éthiopie et Côte d'Ivoire, qui est disponible en ligne. Pour rentrer plus dans le détail, pour terminer, je voudrais souligner comment voilà, ces différents processus ont participé, comme j'ai dit, à développer un environnement de production assez différent. Donc, on voit des trajectoires différentes qui parfois rentrent en lien et s'alignent et parfois divergent. Ma présentation d'aujourd'hui s'est concentrée notamment sur une trajectoire, disons, d'histoire histoire sociale des technologies et histoire sociale de ces industries culturelles, mais deuxième partie de cette recherche, de cette présentation, serait nécessaire pour se concentrer sur comment en fait ces différentes trajectoires ont, quel impact elles ont eu sur le type de contenu qui sont produits, non, sous le format, donc série, film à épisode, ou bien film normal, mais aussi sous les genres, donc la comédie, le film d'action, le film d'horreur et de sorcellerie à la hollywoodienne, etc. Et comment, donc, quelle interaction peut être soulignée entre comment dire, un processus historique, social d'évolution de l'industrie en termes technologiques, infrastructurels et économiques, et ce qui est l'évolution des contenus. Il n'y a pas le temps de rentrer dans ça aujourd'hui, peut-être on le fera dans la discussion. En tout cas, je m'arrête ici, je vous remercie beaucoup pour votre attention. À bientôt.